Donc, le sujet de ce jour, hein, c'est bien donc la norme de la série 61439 qui est dédiée au tableau où on parle plutôt quelquefois d'ensemble. En tout cas, c'est le terme générique qui est utilisé dans la série 61439, ensemble d'appareillages à basse tension. Donc, tu veux ajouter quelques mots, Luna, concernant les, l'intendance de l'animation? Oui, bonjour à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Vous verrez en bas de votre écran, en bas à droite, vous avez une petite bulle de parole. Donc et là, il faut écrire à voilà, je ne sais pas quelles options vous avez, mais en tout cas, n'hésitez pas à écrire aux animateurs, organisateurs si vous avez des questions. Et puis, on fera au maximum pour répondre à vos questions. Et Pascal, si des questions sont un peu plus techniques, reviendra vers vous après le webinar. Dans tous les cas, on vous enverra un replay du webinar et on profitera pour répondre à toutes les questions posées durant la session. Très Donc, bien. n'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos commentaires. Très bien. Merci. Donc là, c'est d'enlever ce qui nous concerne. Donc, l'agenda de cette présentation, hein, souvent je dis quel est le menu du jour. Eh bien aujourd'hui, donc nous allons voir un peu le passage de la norme 60-439 à la norme 61-439, les évolutions qui ont conduit à ce passage sur la norme 61-439. Quels sont les acteurs et responsabilités autour de cette norme. Vous verrez que cette norme est relativement innovante dans son principe et dans les acteurs et responsabilités. Quels sont les objectifs et les dernières évolutions qui sont apparues lors de la dernière révision et qui ont été publiées en 2020? La prise en compte de l'évolution du marché. Je rappellerai que la norme, c'est avant tout un outil pour spécifier, communiquer, souvent j'insiste auprès des tablettiers pour se différencier. Euh, J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour passer un petit peu en vue les essais majeurs de vérification, de conception et de contrôle, les vérifications de performance, et on aura quelques mots de conclusion. Donc, je me présente d'abord en quelques mots. Donc, vous l'avez noté, hein, Pascal Leprêtre. Alors, en français, c'est peut-être plus facile, hein. Je vais essayer de faire une présentation un petit peu particulière ou en tout cas personnalisée. Je dis toujours que j'ai en fait passé un tiers de ma carrière dans le domaine de la R&D, en recherche et développement, donc bureau d'études, pour l'activité disjoncteur de puissance. Disjoncteur de puissance, ça veut dire que c'était, en ce qui me concerne, au-delà de 630 ampères, disjoncteur boîtier moulé, disjoncteur ouvert. Ensuite, un autre tiers, toujours dans le domaine de la R&D, pour les tableaux de puissance basse tension et les canalisations électriques préfabriquées. Donc là, j'ai participé aux projets qui aujourd'hui sont apparus en termes de noms comme Hocken, Blockset ou Prisma, ou Canalis également. Et puis le troisième tiers de ma carrière dans la simulation et le transfert de compétences plutôt vers l'Asie, notamment l'Inde et la Chine. Et je dirais que le quatrième tiers, je le consacre maintenant à temps complet pratiquement sur le domaine de mon expertise, c'est-à-dire dans le domaine des ensembles, en tant qu'expert normalisation. Je suis président de l'UF 121 au niveau de l'AFNOR et j'ai un certain nombre de postes de convenir au niveau de la CEI, norme internationale. Vous allez me dire que ça fait 4 tiers. Alors, je vous dirais, eh bien, ça dépend de la grosseur des tiers. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma carrière, c'est ça, et je pense que j'essaie de représenter, en tout cas, le monde du tabletier dans le domaine de la CEI et de l'AFNOR. J'ai une petite vidéo qui présente, en fait, en quelques minutes, la norme. Je vais essayer de me taire, ce qui n'est pas facile. PCC, MCC, canalisation électrique préfabriquée, c'est bien.
les ensembles basse tension. Je vais en parler. Cette norme désigne des essais pour les fabricants de l'original manufacturer et ou les constructeurs d'origine et des vérifications pour constructeurs d'ensemble. On est bien là pour s'assurer du bon fonctionnement des appareils, de la robustesse, j'en parlerai souvent, de la robustesse de conception. Donc pour Schneider, c'est des offres telles que Prisma, Blockset, Hocken, donc building, grand site ou site critique et les canalisations électriques préfabriquées, donc c'est Canalys pour l'Europe et puis Highline pour les États-Unis. Je parlerai souvent, et je répéterai, je parlerai de sécurité électrique et disponibilité de l'énergie. Alors j'aurai l'occasion, au travers des vérifications, de revenir sur les essais majeurs que sont les échauffements, le court-circuit, l'arc interne. Vous voyez que dans cette vidéo, on insiste énormément sur les deux paramètres majeurs, sécurité électrique et disponibilité de l'énergie, continuité de service. En fait. Donc là-bas, la norme, elle n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'on a besoin de relais, on a besoin de gens qui spécifient. Et on a besoin de gens qui spécifient la norme afin que voilà, des ensembles soient construits suivant cette norme qui permet de différencier un ensemble qui n'est pas 61 439 par rapport à un autre. Voilà, 3 minutes, ça résume assez bien je dirais l'approche 61 439. Alors, dans cette présentation, j'ai gardé un peu un historique. On est passé de la norme 60 439 à la 61 439. Pourquoi? Eh bien, parce que en fait, la norme 60 439 présentait un concept qui permettait à bon nombre de gens de se dire qu'ils respectaient la norme 60 439. Il y avait un concept d'ensemble de série et un concept d'ensemble dérivé de série. Et en fait, ce concept a permis à nombre de constructeurs de se targuer 60 439. Alors, ensemble de série, c'est quelqu'un qui faisait l'intégralité des essais, les 7 essais de type à l'époque et les 3 essais de routine. Et l'EDF, c'était un constructeur qui réalisait un certain nombre d'essais, pas tous, c'était un peu à la carte en fait. Hein. Et donc du coup, finalement, avec un ou deux essais, on pourrait dire, bah, moi je suis EDS. Bon, donc finalement, tout le marché était EDS au minimum. Donc on a tué, c'est pour ça que j'ai mis vraiment la bombe, on a vraiment tué ce concept. Et on est passé à la 61 439, où cette fois, l'ensemble doit être vérifié. Et là, c'est pas à la carte, il faut faire tout le menu. On réalise des vérifications principalement par des essais de type. Et sur quelques vérifications, on peut faire soit des calculs qui incluent des marges de sécurité, soit des comparaisons avec une référence de conception qui a déjà été testée. Et puis, il y a surtout des essais de routine pour l'assembly manufacturer, le tableautier, qui sont passés en nombre en 9 essais de routine au lieu de 3.
La norme 61439 a permis aussi de changer de structure. Vous voyez que auparavant, on avait une 61439 qui était autoporteuse, mais qui était vraiment scindée en 5 normes distinctes et non liées entre elles. En une norme avec ce qu'on appelle une norme avec une partie une que sont les règles générales. C'est quelque part la norme chapeau et les normes produits d'ensemble sont reliées à cette norme chapeau. Ça signifie que pour une norme produit qui serait la 61439-2, il faut lire à la fois la partie 1 plus la partie 2. Donc on lit vraiment les normes, on lit les normes conjointement, et pour la norme de produit-3, on lit la norme 1 plus la partie 3, et ainsi de suite. Donc on a bien une vue complète des normes produits d'ensemble. Donc la 2, c'est bien une norme pour les ensembles de puissance. La 3, c'est ce qu'on appelle les tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires, inférieurs ou égales à 250 ampères. La 3, c'est pour les ensembles de chantier. La 5, la distribution publique. La 6, pour les canalisations électriques préfabriquées. Vous voyez qu'elle est passée de 2 à 6, hein, attention de ne pas se tromper. La 7 pour les installations publiques particulières telles que les marinas, les bornes de camping et les bornes de charge de véhicules électriques. Et puis, j'ai mis en parallèle, et je reviendrai là-dessus, le TR 61439-0. Je suis quasiment sûr que bon nombre de vous ne connaissent pas ce TR, ce Technical Report, ce rapport technique en français. D'abord parce que jusqu'à ce jour, donc la norme de 2013, elle n'existait qu'en anglais. Et puis, c'est vrai qu'elle n'était pas beaucoup connue. Donc, en 2022, une nouvelle version va être publiée. Et là, je peux dire que j'ai demandé, donc en tant que président de l'UF 121, j'ai demandé à ce qu'elle soit traduite en français. Donc, on aura eu un TA qui vient expliquer l'approche de la série 61439 et des particularités, essentiellement dédiée aux gens qui font de la prescription. Donc là, je rappelle les, les termes officiels et les dates de révision en cours. Et je voudrais revenir maintenant sur les acteurs et responsabilités qui touchent à cette norme. Donc j'ai remis en fait les acteurs, donc les gens qui font de la prescription. Il y a le constructeur d'origine, le constructeur d'ensemble. J'ai mis en filigrane l'installateur et la certification, et le client final. Donc, il y a une vraie définition des acteurs au sein de cette norme. Donc, il y a bien dans le corps du texte une reconnaissance du constructeur d'origine et du constructeur d'ensemble. Alors, ça peut être le même, hein, le constructeur d'origine peut être à la fois constructeur d'origine et constructeur d'ensemble. Schneider Electric est à la fois sur certaines gammes constructeur d'origine, mais il peut aussi être constructeur d'ensemble. Bon. Mais j'allais dire, sur bon nombre d'ensembles, le constructeur d'origine fournit un système, le constructeur d'ensemble réalise le système selon le guide technique ou la documentation technique fournie par le constructeur d'origine, et le constructeur d'ensemble réalise les essais de routine. C'est un peu ce concept-là qui est relativement innovant dans la norme 61439, parce que le constructeur d'ensemble, le tabletier, ne réalise, je dis ne réalise que les essais de routine. Il ne fait pas les essais de performance que doit réaliser le constructeur d'origine. Donc, le prescripteur, c'est un acteur très précis. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette norme n'est pas obligatoire. C'est lui qui va décrire les principales caractéristiques du tableau installé dans son environnement. Donc, c'est lui qui va dire, je veux un tableau avec telle performance électrique, telle performance mécanique, telle performance de tenue à l'environnement. Et c'est lui qui va préciser finalement les caractéristiques techniques. C'est pour ça que tout à l'heure, la tirée 0, j'attirais l'attention. Ça va beaucoup l'aider. Et il va préciser donc tout ceci dans un cahier des charges qu'il va fournir au constructeur d'ensemble, et le constructeur d'ensemble va pouvoir en quelque sorte faire son choix sur tel ou tel constructeur d'origine, voir s'il est lui-même utiliser son produit qu'il possède en tant que constructeur d'origine. Donc, j'en ai déjà parlé, la partie 0 aide le prescripteur pour la recommandation et la spécification.
et elle va être facilitée parce qu'elle va être traduite en français pour nous et certains pays pourront la retraduire dans leur norme locale. Sur la partie constructeur d'origine, la norme 439-1 décrit toutes les obligations du constructeur d'origine à respecter. Donc, il y a bien l'intégralité du système qui est décrit et il doit développer un système de référence et le vérifier soit par des essais, des calculs ou des règles de conception. Je ferai un peu la part des choses au fil de la présentation. Le constructeur d'origine doit fournir l'intégralité de la documentation technique. Alors là-dessus, j'insiste parce que une documentation technique, c'est un guide technique. C'est-à-dire que ce n'est pas un feuillet, ce n'est pas une feuille ou deux feuilles, ce n'est pas un leaflet, c'est un guide technique qui permet d'assembler et de réaliser un ensemble qui soit capable de tenir les performances. Et pour ça, donc celui qui va utiliser ce guide technique, ce sera le constructeur d'ensemble, la documentation va être utilisée et il n'aura pas à refaire les essais de vérification déjà réalisés par le constructeur d'origine. Lui fera les essais de routine. Donc il y a 12 essais, 12 vérifications, je parle d'essais, 12 vérifications de construction et de performance qui doit être conduit par le constructeur d'origine et on en verra des points majeurs, je dirais, lors de, plutôt à la fin de la présentation. Pour le constructeur d'ensemble, lui, eh bien, il va en fait, en quelque sorte, traduire et concrétiser le besoin du client en termes de solutions techniques. Et c'est là où la norme précise que finalement, le responsable final de l'ensemble, c'est bien le constructeur d'ensemble, c'est bien le tableautier. C'est lui qui va faire le choix de l'installation, qui va réaliser le tableau, et à la fin, il va faire ses essais de vérification de routine sur chaque ensemble, je dis bien chaque ensemble, et c'est lui qui va établir le rapport de déclaration de conformité et archiver la document technique. J'ai marqué les certificats d'essai, mais pas seulement les certificats d'essai. Il va archiver les documentations techniques qui l'ont, euh, qu'il a suivi pour réaliser l'ensemble, son ensemble d'extensions. Donc, en synthèse, on a bien la totalité. Alors, peut-être que pour vous, ça paraît logique. Moi, je me souviens de certains déplacements dans certains pays. Parce que quelque part, il y a une vraie question de confiance. C'est-à-dire que on est en train de se dire, le constructeur d'ensemble suit la documentation technique. Quelque part, on ne vérifie pas si il fait une auto à la fin, il fait une auto-vérification. Il n'y a pas, il y a pas un inspecteur qui vient pour dire bon, est-ce que vous avez bien suivi les règles? Je peux vous assurer que dans certains pays, bon, je vais le dire quand même, par exemple en Chine, la 61 439, pour eux, c'était hyper innovant. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de dire, attendez, le tableautier suit la doc et il y a pas un mec qui vient vérifier ce qu'il a fait. Bon, il y a 10 ans, c'était compliqué à faire passer le concept, hein. Bon, maintenant, c'est un peu passé, mais c'est quand même très innovant sur le principe, hein. Sur le principe, c'est quand même très innovant de dire, il y a quelqu'un qui spécifie, bon, ça, d'accord, mais il y a un constructeur d'ensemble qui, à partir de la documentation technique du constructeur d'origine, lui va réaliser, il va prendre la responsabilité, il va faire des essais de routine et finalement, il va réaliser un ensemble pour son client. Donc ça, c'est vraiment la partie, entre guillemets, changement majeur de la 61 439 versus à la norme précédente, la 60 439. Alors, je vais beaucoup insister là-dessus. La 61 439, c'est quoi? C'est une norme pour le client. D'abord, c'est pour le client. Et le client, il a besoin essentiellement de sûreté électrique. Donc, il a besoin d'être certain qu'il va bien protéger les biens et les personnes avec un point qui est pour essentiellement majeur, c'est la disponibilité de l'énergie, de la continuité de service. Donc, vraiment deux axes majeurs. D'abord, évidemment, ce qu'on dit, on parle de safety, de la sûreté électrique, et puis la disponibilité de l'énergie. Alors, la sécurité électrique, je me suis permis de faire une petite table qui est en lien avec le risque de feu. Schneider a fait un document sur le risque de feu. Et dans ce document, on a fait un tableau
dans lequel on a fait apparaître finalement les points qui contribuaient à alimenter alimenter et qui, pour nous, atténuent le risque d'incendie. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais si je prends le premier, par exemple, sur la résistance des matériaux et la propriété des matériaux isolants, euh, c'est un point vraiment majeur et qui ne se voit pas tout de suite, en fait. C'est-à-dire que quand vous réalisez un tableau, il y a des pièces, des jeux de barres en cuivre, on parle de jeux de barres, de liaison, on installe des supports isolants. Et là, en fait, qu'est-ce qui ressemble le plus à un matériau isolant qu'un autre? Bon, j'ai vu des tableautiers qui fabriquaient eux-mêmes leurs supports isolants. J'allais dire, pourquoi pas? Simplement, il faut être certain que cette propriété de matériau isolant va durer dans le temps. Est-ce qu'elle va avoir la bonne stabilité thermique, c'est-à-dire durer dans le temps à la température nominale du jeu de barre? Et puis, en cas de chaleur, de chaleur anormale, est-ce qu'elle ne va pas, j'allais dire, véhiculer le risque de feu versus les autres compartiments du tableau ou la colonne d'à côté. Donc, il s'agit bien évidemment, les matériaux plastiques sont des matériaux, entre guillemets, de course, quoi, hein. C'est des matériaux qui ont des caractéristiques, un tantinet exceptionnel, et c'est grâce à ça qu'en fait, on atténue le risque d'incendie par l'utilisation de ces matériaux. Quand je faisais ce type de présentation sur une estrade ou lors d'un event dans un pays un peu beaucoup plus loin que la France, souvent j'insistais là-dessus en disant, évidemment, chez Schneider Electric, quand vous achetez un support isolant, vous le trouvez cher, très cher même souvent. Mais c'est ça en fait qu'il y a derrière. Il y a vraiment des caractéristiques techniques qui sont hyper importantes et ça sert à quoi? Ça sert à atténuer, alors on a mis le mot atténuer les risques d'incendie, les risques de feu. Alors, dans des pays comme par exemple l'Inde où je suis allé souvent, je peux vous assurer que des feux électriques, il y en a énormément et je vais en parler dans quelques secondes ou dans quelques minutes. C'est la même chose pour les degrés de protection, hein, les distances et lignes de fuite, j'en parlerai également. Là aussi, ce sont des points qui sont normalement hyper documentés dans la documentation technique, et ça va contribuer à limiter le risque de feu et d'incendie dans les tableaux électriques. Alors, j'en parlais, hein, les feux électriques, et vous l'entendez souvent dans les infos, hein, un feu sur cinq est d'origine électrique. Donc, on a chiffré ça à des pertes d'exploitation qui sont de l'ordre du million d'euros, et on a 55 000 journées de travail perdues pour la France. Aux États-Unis, c'est 10 milliards de pertes dans l'industrie. En Chine, c'est 45 000 feux d'origine électrique en 2008 déclarés par les assurances. En Inde, c'est plus de la moitié des désastres industriels qui sont dus à des feux d'origine électrique. C'est énorme. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus de 50% parce que justement, leurs tableaux ne sont pas conformes à la norme 61439. Ils ont adopté la norme 61439 il y a, je crois, 3 ou 4 ans. Bon, je pense qu'on y a contribué d'ailleurs, parce que je suis allé un certain nombre de fois dans le pays, et vraiment on a influé dans le domaine, et c'est vraiment pour ça, pour limiter ce paramètre. Alors, quelques mots hein, sur la dernière révision de la 61 qui a été publiée en 2020. Euh, on a fait une révision un peu totale dans les paramètres. Alors, j'ai pas tout mis, hein, mais dans les paramètres majeurs qu'on a fait évoluer, on a mieux pris en compte l'intégration de systèmes électroniques tels que les variateurs de vitesse et les, les UPS, c'est-à-dire euh, les alimentations sécurisées. On a créé une nouvelle terminologie qui sont le courant de groupes de circuits. Donc là, c'est relativement intéressant dans ce sens où quand vous avez des circuits qui fonctionnent en groupe, on doit vérifier qu'il y a une bonne, on doit annoncer un courant avec un groupe de circuits qui fonctionne simultanément.
On a également mieux pris en compte les conducteurs en aluminium brut. Je l'ai mis en gras parce que on parle bien d'aluminium brut. Alors pour vous, ça vous surprend peut-être, vous qui êtes derrière le micro, parce que c'est vrai qu'en Europe, on n'utilise jamais, quasiment, je peux dire jamais, de l'aluminium non revêtu. On parle de coating. Il est soit étamé, soit il a un traitement spécifique comme dans Canalis, ou il a un traitement spécifique comme dans d'autres produits Schneider, comme des jeux de barre qu'on appelle dans notre gamme type Linergie, où c'est vraiment un conducteur hybride. Là, on parle d'aluminium brut et dans les pays dans le monde, il y a des pays qui ont leur marché à 80% en aluminium brut. Et là, on l'a limité justement en termes d'échauffement pour arrêter de mettre le feu. Parce que si vous allez trop haut en température, on crée des oxydes d'aluminium qui sont un parfait isolant. Et au fil du temps, on a des emballements thermiques et on met le feu dans les ensembles. Donc ça, c'était vraiment un peu le gros truc, hein. On a eu un changement de vérification du test de diélectrique de 5 à 60 secondes pour l'original manufactureur et non pas l'essai de routine. On a eu également un ajout d'exigence en matière de courant continu parce qu'on a quand même de plus en plus, on a, on va dire plus qu'auparavant d'installation en courant continu. Et puis on a introduit des contraintes sur les enveloppes de classe 2 contre les chocs électriques. Donc ça, c'est vraiment les gros points. Il y en a d'autres, hein. Je n'ai pas tout mis. Une vue sur l'influence de la norme 61439 et plus particulièrement de l'IEC. Vous voyez que j'ai mis pour moi, si je devais, quand je le présente, je dis, bah écoutez, l'IEC, c'est facile. C'est un peu le monde, la carte du monde, moins l'Amérique du Nord. Alors, l'Amérique du Nord, c'est l'UL en cinéma. C'est d'autres normes, notamment, moi je le présente comme ça, notamment la norme coordination d'isolement. On n'a pas la même norme qui définit, on n'a pas le même référentiel de norme qui définit les distances d'isolement et les lignes de fuite. Donc on a des distances plus importantes dans les normes qu'on appelle UL en cinéma, et donc on a des produits plus gros, et donc on a des choses un peu différentes. Je ne veux pas dire complètement différentes, mais quand même différentes. Eh bien, l'IEC, au fil du temps, c'est peut-être pas grâce seulement à la compacité, mais l'IEC a, j'allais dire, pris part dans le monde. On était essentiellement Europe, puis après il y a eu les pays arabes, puis après il y a eu les pays asiatiques, il y a eu l'Australie, il y a eu l'Afrique. Et puis, il y a même eu l'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, on a quand même bien couvert l'intégralité. J'ai gardé le GIS pour le Japon, mais je peux vous assurer que le Japon est en train de migrer vers la CEI. Et donc, on a quand même. Et la Russie, j'allais dire, bon, s'il n'y avait pas ces événements, c'était un peu comme le Japon. La Russie, a quand même, on avait tendance à aller migrer également en Russie. Donc la CEI, c'est vraiment une influence qui est vraiment mondiale. Alors, l'influence sur le marché, c'est grâce à des normes produits, alors, à des normes produits que sont par exemple la 60947 pour l'appareillage ou la 60 898 pour les appareillages miniatures. C'est d'abord des normes produits, mais c'est ensuite des normes d'ensemble, la 61 439, 1, 2, toute la série. Et puis, c'est les normes d'installation qui, elles, sont obligatoires et qui sont retraduites en normes locales. Donc, la norme d'installation 60 364, vous, en France, vous la connaissez sous un autre nom qui a été traduite, hein, c'est la C1500. Mais dans tous les pays, la 364 et la norme -1 et ses autres paragraphes sont retraduites en normes locales. Donc chaque pays a ses normes d'installation qui, elles, sont obligatoires. Alors, on en arrive un peu au cœur de la 61 439 et au cœur de la présentation. Alors, vous allez prendre peur parce que c'est une grande table, mais je vais vous la délayer et la rendre sympathique, vous allez voir. C'est pour ça que je vous ai mis des petites images. Alors, ça, si vous devez retenir un truc, c'est le fait que, vous avez vu, il y a 12 points dans le tableau.
Tout à l'heure, je vous ai dit, on a tué la 6439 parce que en fait, on avait une norme qui s'appelait ensemble dérivé de série et certains faisaient un, 2 ou 3 essais et ça, on a arrêté, on a vu qu'on avait, abusé du concept. Dans la 61 439, on a 12 points à vérifier et vous devez faire les 12 en fait. C'est l'intégralité qui est à faire, c'est tout ou rien. Donc vous faites les 12 points. Alors, le point 1 qui est la vérification des matériaux, ce sont des choses qui sont d'ailleurs quelquefois communes avec la norme enveloppe vide. Donc, je ne vais pas développer tous les paragraphes, je vais en prendre un, mais il y a la totalité des vérifications de matériaux qui ne se font pas forcément sur l'ensemble. Quelquefois, ils se font sur le matériau lui-même ou un échantillon. Mais on doit vérifier la propriété des matériaux à la corrosion, le matériau des isolants, la stabilité thermique C6 c'est une enveloppe plastique, la résistance à la chaleur anormale et au feu, la tenue aux ultraviolets, le levage. Alors le levage, j'en dirai un tout petit mot tout à l'heure, mais dans le détail, mais ça peut surprendre là aussi certains pays parce que, encore une fois, le prix d'une vie n'est pas le même dans tous les pays dans le monde, hein. C'est malheureux à dire, mais c'est un peu comme ça. Je parlerai donc du degré de protection. Vous verrez que pour les tablotiers, le degré de protection, ils achètent un degré de protection euh, au constructeur d'origine. Par contre, il a des choses à faire parce que lui, il va quelquefois modifier l'enveloppe du constructeur d'origine et il aura des choses additionnelles à faire. Je parlerai de distance d'isolement de ligne de fuite, de la protection contre les chocs électriques, de l'installation de l'appareillage. Je vais balayer tous les points et vous verrez que eh ben, c'est relativement logique d'avoir des essais de vérification parce que ne pas avoir d'essais de vérification ou prendre les choses un petit peu à la légère, eh bien, ça peut conduire à des incidents majeurs. Et je parlerai souvent de court-circuit et d'arc interne parce que c'est comme ça que ça se signifie dans un tableau. Si on ne respecte pas l'un des 12 points, eh bien, ça va finir par un suréchauffement. Et le suréchauffement, souvent, ça se traduit par un emballement thermique. Et un emballement thermique va conduire à un court-circuit et quelquefois à un arc électrique et donc un incident majeur dans le tableau. Pour le tableautier, lui, il aura les 9 points. Là aussi, c'est pas à la carte, c'est tout à vérifier. Donc, il aura des choses à vérifier. Je dirais que les caractéristiques à vérifier, souvent, c'est des choses qui sont plutôt des choses visuelles, sauf si c'est pas évident à faire. Donc, voilà, dans ce cas-là, on sort des organes de mesure. C'est plutôt des choses visuelles à vérifier, sauf pour la partie propriété diélectrique, où là, il faut un diélectrimètre. Et là, c'est réellement un essai à réaliser à la fin de la phase de construction du tableau électrique. Alors, je vais rentrer dans le détail, mais je vais essayer de prendre des exemples pratiques. Dans le paragraphe 10.1 10.2 de la table qu'on a vue juste avant, vous voyez qu'on parle de résistance des matériaux. Alors, résistance des matériaux, c'est la tenue mécanique des matériaux peut-être pour vous, mais c'est par exemple la tenue à la corrosion. La tenue à la corrosion, euh, c'est un essai qu'on peut réaliser de manière accélérée. Vous voyez que nous, on met des échantillons en étuve et on a le résultat en quelques heures et on voit si l'essai est laissé avec de la rue rouge, le résultat est obtenu avec de la rue rouge en 48 heures. Eh bien, nous, on le retraduit en disant, bah, ça, on est absolument certain que le tableau qu'on va vendre, il ne va pas tenir 10 ans ou 20 ans. Et donc, on a des essais relativement sévères et on est sûr que la photo de gauche qui est notée acceptable, eh bien, on est quasiment sûr que si on vend ça, ce tableau, il va pouvoir fonctionner dans un lieu dit ambiance industrielle sans aucune incidence majeure, c'est-à-dire sans rouille rouge. Alors, sans rouille rouge, bon, là aussi, pour convaincre, je dis attention, parce que qui dit rouille dit particules métalliques. Si vous avez des particules métalliques qui viennent dans le tableau, vous avez des risques de court-circuit. Et donc ça paraît fou, mais la résistance des matériaux
même pour la corrosion, ça peut avoir des incidents majeurs, je dirais, au fil du temps. Et c'est quelque chose c'est là où c'est quelquefois un peu difficile de se rendre compte, parce que quand vous utilisez un tableau 61 439, si finalement vous construisez un tableau qui ne respecte pas cette norme, alors je dis souvent au tabletier, vous réalisez un tableau, vous l'installez chez votre client, il n'est pas complètement conforme, vous le mettez sous tension, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis désolé de le dire, il ne se passe rien en fait. Au jour J, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, les incidents vont mettre un certain temps à apparaître. Vous voyez bien que la rouille rouge, ça ne va pas se créer en 2 minutes. Donc, on va avoir l'incident, mais on va avoir l'incident au fil du temps. Et c'est souvent le cas pour bon nombre de paramètres que je vais passer en vue. Par exemple, la propriété des matériaux isolants, j'en ai parlé tout à l'heure. Les matériaux isolants, évidemment, ils sont conçus pour tenir à la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur normale. Donc, si par exemple vous avez des jeux de bar, voilà, je donne des ordres de grandeur. Un jeu de bar, c'est aux alentours de 100 degrés. Là, j'ai mis 125 degrés. Eh bien, ce matériau isolant, il doit tenir ce jeu de bar dans le tableau avec une température d'une centaine de degrés pendant un certain nombre d'années et garder ses propriétés d'isolation. Donc ça, c'est la la propriété numéro un. Mais la propriété numéro 2, parce qu'il y en a une autre, c'est qu'elle doit tenir la chaleur anormale et la tenue au feu. Et donc, on a un essai qui est relativement destructif, qui s'appelle le doigt chauffant, le glow wire en anglais. Et on réalise un essai où on amène le doigt chauffant sur la matière isolante et on vérifie que même avec un doigt chauffant à 960 degrés, c'est relativement violent quand même, hein, eh bien la pièce ne va pas conduire, ne va pas alimenter le feu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer des choses qui vont conduire le feu et conduire à un autre endroit du tableau ou à la zone d'à côté. Donc on applique le doigt chauffant 1 minute. Vous voyez que bon, on brûle la matière plastique, mais il n'y a pas de flamme. Il ne se passe rien. On a brûlé la matière plastique, mais il n'y a pas de dégradation. Vous voyez qu'on n'a pas de matériau plastique qui est tombé en étant en flamme et qui risque de propager l'incendie. Donc ça, c'est une caractéristique relativement sévère. Alors, vous voyez que, et c'est sévère quand même, hein, tenu à la chaleur normale, et souvent je parle normal et anormal. Et j'en parlerai sur d'autres caractéristiques. Un autre essai, je vous disais, qui ne se voit pas forcément là aussi rapidement dans la documentation technique, c'est l'essai de levage. Dans la documentation technique, j'ai mis un extract. Là, on indique, vous prenez des crochets, on les garantit 1600 kg par crochet, par charge de levage. Eh bien, là aussi, c'est la sécurité de celui qui va. Alors, évidemment, c'est la sécurité du tableau lui-même. Il est de bon ton au moment où on lève le tableau que le tableau, bon, on n'a pas les crochets qui lâchent et que le tableau s'écroule par terre. Mais c'est aussi la sécurité des hommes qui sont à la proximité de ce tableau. Donc, c'est bien la sécurité des biens et des personnes. Et ça, je peux vous assurer que sur un tableau, ce que j'appelle homemade, fabriqué par même le super technicien du coin, bon, les crochets, il ne sait pas vraiment s'ils tiennent 1600 kilos comme c'est écrit sur la fiche technique ou s'ils en tiennent 1250, hein. Donc là, quelque part, quand vous achetez un tableau 61 439, on vous garantit que les 1600 kilos qui sont indiqués sur la documentation technique, ils ont été vérifiés, calculés, vérifiés, testés. Et donc ça, c'est, encore une fois, différenciant. Alors, à chaque fois, je vais en quelque sorte rabâcher, mais l'ICA, alors l'ICA, quand j'explique ce que c'est qu'un ICA, là aussi, je l'ai fait un certain nombre de fois. L'ICA, ça caractérise quelque part la tenue mécanique d'un ensemble. Alors, je me suis battu pendant des années contre des gens qui se faisaient de la spécification en disant je voudrais un tableau avec une épaisseur de tôle de 2,5 mm.
Parce que dans la tête des gens, un tableau qui a une tôle de 2,5 mm, c'est mieux qu'un tableau qui a une tôle de 2 mm. Eh bien, j'allais dire, ah bon? Pour démontrer l'effet inverse, je leur dis, ben, c'est assez étonnant parce que la voiture de mon père avait des pare-chocs en métal, c'est vrai, de tôle de 2,5 mm d'épaisseur. Eh bien, à cette époque-là, il y avait, alors je peux le dire en France, hein, il y avait 18 000 morts sur les routes en France, à la fois dans les voitures et à la fois de personnes qu'on tuait à l'extérieur. 18 000 morts sur les routes. Aujourd'hui, regardez les chiffres, on est aux alentours de 3 500, hein, avec 10 fois plus de voitures. Et pour ça, en fait, on a amélioré la sécurité passive des voitures et on a créé des pare-chocs complètement différents. Des choses qui sont capables d'absorber le choc et non pas de transmettre le choc à l'intérieur. Et bien, on a fait la même chose pour nos tableaux, en fait, hein. L'ICA des tableaux caractérise l'aptitude à absorber le choc et à ne pas se déformer et créer des multitudes d'incidents à l'intérieur. Et donc, on a mis en place un essai d'ICA et dont la sanction, c'est de ne pas dégrader les propriétés diélectriques ou de dommages de la structure. Et donc, alors, ça paraît simple. Là, l'essai que je vais vous montrer, c'est un essai qui a été réalisé sur un tableau équipé d'une vitre. Alors, la personne qui réalise l'essai sait que la partie la plus faible, c'est dans les coins. Donc, on applique l'essai, le mouton, dans les coins entre guillemets, de fixation. C'est dans les coins de collage entre la vitre et la partie métal de la porte. Donc, 4 coins, 4 essais. Et puis on termine par la vitre elle-même. C'est-à-dire que quand on annonce un ICA sur une porte vitrée, on l'annonce en tout point. Donc on réalise l'essai sur la porte et l'essai sur la vitre elle-même. Donc un ICA 10, si c'est un ICA 10 annoncé sur la porte, il a été réalisé sur l'intégralité de la porte, y compris de la vitre. Vous voyez que c'est pas forcément évident. Alors, celui-là, je peux peut-être le passer un peu plus vite. Le marquage, là, on veut qu'on ait des étiquettes qui indiquent je dirais, la performance du tableau électrique, l'origine, qui a fabriqué ce tableau, à quoi correspond le tableau, et puis si c'est le poste, un TGBT, la cellule 1, la cellule 2, ce que l'on veut, parce que là aussi, hein, on s'est inspiré de ce qu'il y avait auparavant. Ce que l'on veut, c'est que les étiquettes, elles durent dans le temps. Parce que si vous faites ça sur un papier qui est juste imprimé, alors là-dessus, j'ai un exemple qui est super facile, c'est les tickets de course que vous avez quand vous sortez du magasin, hein. Un an après, vous ne pouvez plus le lire. Donc, on veut éviter ça. Et donc, on a un essai de marquage qui est super exigeant, c'est-à-dire qu'on passe un chiffon avec un bibet d'essence et on vérifie que le marquage, eh bien, il est capable de tenir. Je peux vous assurer que si on passe l'essai, là aussi, le marquage, il va durer un certain nombre d'années, et non pas de jours, d'années. Sur les CDP, là aussi, le tableautier achète en quelque sorte un tableau qui résiste à la fois contre les corps solides et les corps liquides. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'essai d'IP. Je rappelle juste que la norme, c'est la 60529 qu'elle détaille complètement les essais. Euh, Simplement, là aussi, j'ai un petit film, hein. Un essai d'IP, c'est ça. Vous voyez on doit caractériser un, un IP sur un échantillon. Là, on voit que c'est une jonction canalise. Mais c'est un essai qui est relativement difficile. Voilà, on doit faire un essai dans une chambre dans laquelle il y a euh, de la protection contre les corps solides. Donc, on a vraiment un essai qui réclame des moyens d'essai relativement importants. Et puis, on a un essai contre les corps liquides, et je peux vous assurer que c'est relativement difficile à passer. Et souvent, j'en parle. En fait, lorsque le tableautier va réaliser son tableau, le fait est, c'est qu'il risque d'affecter la performance en IP parce qu'il va mettre des choses en plus. Il va mettre des boutons poussoirs, peut-être un ventilateur. Lui, il aura à faire attention à ne pas dégrader l'IP par les choses qu'il va réaliser. C'est souvent le message que je passe. Attention.
Alors là, je vais essayer d'être court, mais comme je suis également conveneur de la norme sur la coordination d'isolement, quand même, souvent là-dessus, j'insiste parce que c'est la garantie du tableau sur de nombreuses années, souvent, les distances d'isolement et les lignes de fuite. Alors, je prends souvent le même exemple. Alors, c'est pas pour tendre des pièges, mais quelle est la rigidité diélectrique de l'air entre deux pièces conductrices? L'air a une rigidité diélectrique de 1000 volts par millimètre. Donc, en fait, en basse tension, on a besoin entre une phase et une autre de 1 millimètre. Mais ça, c'est pour tenir 1000 volts en régie parfaitement stabilisée. Donc nous, dans un tableau qui est 1000 volts, si suivant son installation dans le réseau, il va y avoir des surtensions. Donc, situation normale, OK, on a besoin de tenir 1000 volts. Donc ça, c'est la tension nominale. Par contre, quelle est sa valeur de surtension? Donc UE, c'est sa tension nominale. Donc chez nous, par exemple, c'est de 200, 240 volts ou 380 en milieu industriel ou 690. Quelle est sa surtension? Eh ben, sa surtension, c'est l'UIMP. Et vous allez voir dans les tableaux, quel est l'UIMP du tableau. Aujourd'hui, on annonce des UIMP qui sont de l'ordre de 8 kilovolts ou de 12 kilovolts. Eh bien, ça va définir une tenue, une distance d'isolement, une ligne de fuite que le constructeur d'origine devra respecter. Et c'est ça, en fait, qu'on va vendre. On va vendre une performance pour la tension nominale, mais pas que. Donc, tout à l'heure, je parlais bien de nominal et normal et anormal. Ben, là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pour la distance d'isolement, la ligne de fuite. Donc, on va tenir la tension nominale, mais on va aussi tenir des valeurs de surtension. Et ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'un un constructeur d'origine ou un tableautier ne respecte pas, je dirais, les valeurs qui ont été définies à l'origine, eh bien, quand on va le mettre sous tension, si on n'a pas respecté la distance d'isolement, qu'est-ce qui va se passer? Rien. C'est presque navrant. Par contre, quand il y aura un choc de foudre, et c'est ça qui est intéressant, s'il y a un choc de foudre, on va avoir un choc de foudre de l'ordre de 4000 volts, 5000 volts, 8000 volts. Eh bien, un bon tableau, un tableau 61 439, aura été conçu pour tenir cette UIM. C'est là où il va se différencier. Et c'est pas, on parle pas d'argent, on parle pas d'euros, on parle de performance technique. Un tableau 61 439, c'est un tableau qui a des performances techniques pour tenir les situations normales. Alors, la température, l'échauffement et les situations anormales comme le choc de foudre. C'est pour ça que, alors, je vous donne des arguments parce que souvent, quand j'avais des tableautiers avec lesquels je discutais, ils me disaient: ah ouais, mais moi, j'ai des problèmes de marge. Bon, ok, j'entends. Mais les problèmes de marge, moi, j'essaie de les retarder en disant ben, un tableau 61 439, c'est un tableau qui peut-être coûte un peu plus cher, mais qui sûrement va avoir mes arguments de tout à l'heure, une sécurité électrique et une continuité de service un, certaines, fiables, et ça, on peut l'annoncer, on peut le dire. Alors, il y a la continuité de terre qui est également vérifiée. On doit s'assurer que tous les éléments mécaniques sont tous interconnectés. Donc, on fait des essais. On vérifie que tous les éléments mécaniques sont connectés ensemble et on fait un essai, et ça, c'est super contraignant. On fait un essai de tenue phase PE. Alors là, j'ai un petit fil également. Alors, normalement, il n'y a rien à voir, mais quand on fait ce type d'essai, on fait passer le court-circuit d'une phase vers les parties métalliques. Donc on vient normalement tout étinceler. Alors j'espère qu'on le voit sur le film, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc ça dure une seconde. Donc c'est relativement rapide, mais dans la seconde, ça veut dire que le courant passe à la fois dans une phase et dans toutes les parties métalliques interconnectées qui réalisent le conducteur de protection. Donc ça, c'est un essai relativement compliqué à faire parce qu'il faut réaliser un essai sur une configuration un peu contraignante de manière à être certaine que cette configuration qui est là à l'écran, elle va couvrir l'intégralité de votre catalogue, hein. Alors, autre point, donc j'en suis au 10.6.
c'est l'intégration des appareils de connexion et des composants. Alors, normalement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de documentation technique, un constructeur d'origine va avoir une documentation relativement importante puisqu'il va couvrir un grand nombre d'appareils à incorporer dans son ensemble. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à prendre toutes les contraintes à la fois mécaniques, donc ça supporte le poids de l'appareil, bien évidemment, mais également, donc ça, j'allais dire, si je reprends mon image de normal, c'est, eh ben, ça doit prendre les contraintes des courants normaux, de la partie thermique, mais également la partie anormal, c'est-à-dire quand il va couper un court-circuit. Et quand on coupe, quand on a une action de coupure d'un disjoncteur ou d'un fusible ou d'un switch, on a des émissions de gaz. Et donc, on doit s'assurer que ces émissions de gaz ne viennent pas faire un court-circuit sur les pièces, par exemple, qui seraient nues sous tension. Donc, on parle de périmètre de sécurité. Alors, dans les catalogues Provi, vous allez pouvoir retrouver ces périmètres de sécurité. Mais dans la 61439, ce qu'on vous demande, c'est de les retraduire dans un système, dans un tableau. Donc, en fait, on doit définir en tant que constructeur d'origine de tableau, on doit retraduire ces périmètres de sécurité pour l'ensemble des appareils incorporés. Et donc, on s'assure que lorsque un disjoncteur va faire une coupure, on ne va pas avoir un risque potentiel. Donc, on doit bien annoncer, on doit être sûr de produire des documents qui s'assurent que les performances des appareils installés en tableau sont vérifiées et sont garanties. On a le 17 qui vérifie les circuits internes de connexion. Là aussi, c'est réalisé par des règles d'installation. Donc, on doit annoncer, on doit donner des règles d'installation de câblage, de câbles, de barres. On doit annoncer, on doit donner des choses qui prennent en compte les critères particuliers d'environnement, par exemple les vibrations, l'altitude, le courant de court-circuit. Alors, courant de court-circuit, c'est par exemple les tenues électrodynamiques. On voit là que il y a des supports et que les supports, eh bien, il y en a un certain nombre. Et c'est pas par hasard. On verra tout à l'heure pourquoi c'est pas par hasard. Et ça doit faire partie aussi des vérifications, de la documentation technique du constructeur d'ensemble. Il y a, il y a une clause, il y a un chapitre sur les bandes pour conducteurs externes. Alors là, j'essaie de mettre une image qui parle. À quoi ça peut servir cette bande de conducteurs externes? Eh bien, ça doit garantir que les zones de raccordement sont capables d'accepter, j'allais dire, les câbles ou les barres qui sont nécessaires au calibre de l'appareillage. Et donc, si on a un appareil qui fait 1000 ampères et que normalement il est raccordé par 3 câbles, il est de bon ton que le constructeur d'origine donne des règles d'installation de ces câbles. Donc vous voyez que si on ne le fait pas, on risque d'avoir des câbles qui vont tirer sur les bornes de l'appareil et à la limite l'appareil ne va pas avoir du tout la bonne performance à cause des critères d'installation qui n'auront pas été respectés. On a la propriété diélectrique qui doit être vérifiée alors à la fois par le constructeur d'origine et à la fois par le constructeur d'ensemble à la fin de la réalisation du tableau. Vous voyez que je rappelle que cet essai diélectrique est en lien direct avec cette fameuse tension de choc UIMP qui est la tension entre guillemets anormale, c'est-à-dire vraiment la tension en cas de choc de foudre ou de surtension de manœuvre sur le réseau. Donc, c'est bien une garantie, cet essai, c'est bien une garantie de tenue aux contraintes extrêmes, hein, qui ne sont pas normalement normales, puisqu'on doit tenir une tension d'isolement de 1500 volts, mais en tout cas, on s'assure qu'en cas de surtension, ça continue à fonctionner. Alors, j'en arrive à l'échauffement. Souvent, on dit, bah, les essais majeurs de la K139, c'est l'échauffement et le court-circuit. L'échauffement, pourquoi? Eh bien, parce que en cas de risque d'échauffement, on a, comme je vous le disais, ça commence lentement. On parle de diminution de propriétés d'isolation, puis comme on diminue les propriétés d'isolation, on vient un peu
un peu brûler la zone de contact. Donc, on a une élévation de la résistance de contact. Comme on a une élévation de la résistance de contact, on a un accroissement de la température et on arrive jusqu'à ce que j'appelle un emballement thermique, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on vient brûler l'intégralité du contact et l'intégralité du tableau. Donc, on a vraiment un risque de brûlure pour les opérateurs de maintenance, mais on a vraiment un risque de feu dans l'ensemble. Donc, on doit vraiment s'assurer que sur un tableau, donc on construit un tableau, ce qu'on appelle le worst case, donc le cas critique, et on fait passer on a du courant sur toutes les charges du tableau. On vérifie un tableau dans son intégralité. Et c'est ça qui est bien dans la K139, c'est qu'on vérifie un système. C'est-à-dire qu'on ne vient pas garantir seulement une performance, mais on va vérifier l'intégralité des performances en prenant en compte le tableau lui-même, les jeux de barres principaux et de distribution et tous les appareils incorporés. Et j'allais dire, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. On peut le simuler, mais la norme demande à le tester. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé. La norme propose des essais de vérification par calcul, par contre, avec des marges de sécurité relativement importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'allais dire, bon nombre de constructeurs d'origine font des essais pour vérifier la performance intégrale du tableau. Alors, je suis passé un peu vite parce que je surveille l'horloge dans le même temps. J'en arrive à l'essai de court-circuit. L'essai de court-circuit, là aussi, c'est un essai dans une situation qui est plutôt anormale, c'est-à-dire qu'en cas de défaut, alors le défaut, un exemple, vous avez un tableau qui fonctionne, il véhicule le courant nominal, vous ne le savez pas, votre voisin est en train de faire un trou avec une pelleteuse dans la rue d'à côté, il fait une tranchée, il coupe deux câbles, il fait un court-circuit sur ces câbles. C'est ça un court-circuit. Et quand il fait un court-circuit, on a, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on a des efforts qui sont multipliés par 100, 200, 300, parce qu'en en fait, ils sont proportionnels au carré du courant. Donc, un courant nominal qui était, par exemple, de 1000 ampères, il va se transformer en courant de court-circuit de 50 000 ampères. Vous voyez que et donc, comme on multiplie par le carré de 50 000, eh bien, les conducteurs qui paraissaient rigides, d'un seul coup, se transforment en conducteurs presque élastiques. Donc là, j'ai un film en ultra cinéma et on voit, alors quand je présentais ça à des élèves, je disais, on est capable de voir le courant passer. Ben, un peu, c'est-à-dire qu'on voit en 10 millisecondes la valeur, enfin le courant, le sens du courant et l'impact qu'il a sur une barre de 10 mm de cuivre. Et quand vous savez ce que c'est qu'une barre de 10 mm de cuivre qui est relativement rigide, vous allez voir, la déformation, ça paraît à peine croyable. Et en fait, elle se déforme comme si c'était presque un élastique. Et donc, on voit que en cas de court-circuit, on doit assurément, on doit être certain de la distance entre le support qu'on doit installer, de la tenue mécanique du jeu de barre. Et c'est pour ça que dans les guides techniques, on insiste beaucoup sur la nature du matériau, la nature de la visserie, le type de cuivre, le type de matériau isolant, parce que si on ne fait pas ça, eh ben, on ne pourra pas tenir les efforts électrodynamiques du court-circuit. C'est-à-dire qu'en fonctionnement normal, et c'est pour ça que je dis, vous mettez sous tension, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois, je vous réponds rien. Mais au premier court-circuit, si vous n'avez pas respecté ce que j'ai présenté auparavant, les distances d'isolement, les lignes de fuite, les matériaux isolants, la distance entre supports, le type de cuivre, etc., eh bien, vous allez avoir un arc interne. Alors, je continue. On fait les courts-circuits sur le jeu de barre principal, le jeu de barre de distribution et on vérifie, je vous disais, les courts-circuits sur les appareils de distribution afin de vérifier les périmètres de sécurité. Je passe rapidement sur les opérations mécaniques parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, en cas de non-respect des règles, je vous ai parlé souvent de emballement thermique, arc interne. Une pièce tombe à l'intérieur du tableau, on a un arc interne. Un arc interne, finalement, c'est quoi? Eh bien, un arc interne, c'est ça. Voilà. Un arc interne, c'est un court-circuit franc majeur à l'intérieur de tableau. Et là, on a une montée en pression qui est en une seconde, qui est tellement extrême que si le tableau n'a pas été prévu pour ça,
et les portes s'ouvrent, il y a le feu et votre tableau, il s'arrête pour plusieurs jours parce qu'il faut le changer en fait, hein. Donc c'est optionnel, mais on a un technical report qui s'appelle 61641 qui définit des classes de tableaux pour tenir à l'arc interne. Donc, on a des classes A, B, C pour l'arc résistance, mais on parle également de arc ignition protected zone, arc free zone pour la classe I. Et on a défini également des arc mitigation device et des arcs self extinguish. Ça, c'est dans une option qui s'appelle la 61641. Et on peut, encore une fois, l'homme qui spécifie le tableau peut dire, bah, moi, dans mon usage, j'ai besoin d'avoir un tableau qui tient à l'arc interne. Mais c'est optionnel par rapport à la 61-239. Et puis, et puis, il y a une autre option qui est la tenue sismique. Et là aussi, c'est des prescriptions bien particulières. Et vous voyez que les essais sont hyper sévères pour tenir une tenue sismique et sont vraiment, là aussi, hein, c'est une option par rapport à la 61 439, mais c'est vraiment des choses qui sont très représentatives des zones et des spécifications clients. Pour conclure, et je suis pas trop en retard, donc je dirais que la 61 439, c'est vraiment l'outil majeur pour se différencier et pour être certain de contribuer à la sécurité électrique et à la continuité de service. Je parle de electrical safety et power availability quand je parle en anglais. Donc, c'est vraiment les axes majeurs. On a supprimé les concepts de partially tap tested, hein. Donc, les EDF, c'est terminé. Si quelqu'un vous présente ça, c'est terminé. On a vraiment des rôles clairs maintenant qui sont définis entre les constructeurs d'origine et les constructeurs d'ensemble. Chacun sa responsabilité. On doit réaliser pour les constructeurs d'origine 12 essais de vérification et pour pour les constructeurs d'ensemble 9 essais de routine. On a des documents à fournir, on a des engagements. Ils sont responsables. Je termine en disant que Schneider est bien positionné pour la conformité à cette entre guillemets nouvelle norme. Je dirais que les constructeurs sérieux et pas seulement Schneider Electric qui fournissent des documents, alors soit des documents qui ont été vérifiés avec leur labo accrédité, soit des documents qui ont été attestés par des organismes indépendants tels que l'ASTA ou l'AZEFA ou d'autres tierces parties, eh bien, ils sont vraiment, ce sont vraiment des constructeurs sérieux et on peut dire qu'ils se différencient d'un constructeur qui fournit des ensembles qui ne sont pas 61 439. Voilà, je termine là-dessus. J'ai gardé quelques annexes et normalement, vous allez pouvoir aller les consulter. Des annexes qui montrent que Schneider communique beaucoup là-dessus. Il y a le wiki qui permet d'aller voir, qui est vraiment quelque part la Bible de l'installation électrique et qui transpose l'aspect normatif tableau produit. euh, dans le domaine. N'hésitez pas à aller voir l'Electrical Installation Wiki, c'est vraiment super. Et puis, alors je dois dire que j'ai fait un certain nombre de blogs complètement en lien avec la 61 439. J'ai un certain nombre parce que, alors c'est en anglais, c'est international. Par contre, c'est vraiment intéressant parce qu'en 3 minutes, vous avez une synthèse de ce qui est vraiment très intéressant dans le domaine de la 61 439. Je vous remercie. Luna, est-ce qu'on a le temps de... Est-ce qu'il y a eu des questions majeures? Est-ce qu'on a le temps de répondre à quelques questions? Alors, on n'a pas eu de questions dans le chat. En tout cas, moi, j'en ai pas reçu. Peut-être qu'ils ont été envoyés à l'organisateur, mais l'organisateur de la session ne m'a pas fait part des questions. D'accord. Donc, si vous D'accord. avez des questions là tout de suite, vous pouvez les poser dans le chat. Pascal est là pour y répondre. Je vous ai mis également un message. Si jamais vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas à contacter Pascal. Je vous ai mis son adresse email ou à vous rapprocher de votre responsable commercial, hein, qui pourra aussi transmettre les informations à Pascal et voilà, organiser un appel ou une réunion si nécessaire. Oui. Dans tous les cas, d'ici quelques jours, vous recevrez par email également le replay de cette session, si vous souhaitez le revoir ou partager à vos équipes. Et vous recevrez également le document de présentation. Mais en attendant, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Si vous n'en avez pas et vous souhaitez les poser plus tard, n'hésitez pas à contacter Pascal par email. Très bien.
Bon, de mon côté, je ne vois pas de questions. On peut peut-être attendre encore une petite minute. Bon, j'ai toujours l'impression de rabâcher un peu, j'ai besoin de passer des messages. J'espère qu'ils ont été reçus. Bon, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Pascal pour la présentation et puis, ben, on se retrouve par email prochainement. Très bien. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.